Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va sans doute être rejoint par quelques personnes, mais on va démarrer pour essayer de rester dans le timing. J'espère que pendant cette première journée, vous avez fait le plein de bonnes idées et que vous avez appris plein de trucs que vous allez pouvoir mettre en œuvre dès lundi matin. En tous les cas, c'est pas terminé, mais là, on va passer à une séquence un peu récréative avant de reprendre des choses plus sérieuses avec une super intervention en fin de journée. Donc, on va passer à la séquence de la remise des trophées de l'e-réputation qui sont le fruit d'un partenariat entre le comité régional du tourisme de la région Sud et Fairguest, que l'on ne présente plus, mais Jean-Marc se chargera de le faire tout de suite. Donc, je vais appeler Julien Oreille, que tout le monde connaît ici, qui est le directeur marketing adjoint du comité régional du tourisme. Et sous vos applaudissements également, Jean-Marc Guignard, qui est le CEO de Raccourci. Ils étaient derrière moi, donc tout va bien. C'est des coquins, hein. Là, c'était le gag. Allez, bon. Je vous passe la parole et je me tais. Merci beaucoup, Claude. Avant qu'on rentre dans le détail des récompenses, je voulais juste rapporter des précisions sur Fairguest, puisque aujourd'hui, si on fait ces récompenses, c'est aussi parce qu'on s'appuie sur ce bel outil. C'est une aventure qu'on a commencé il y a 7 ans maintenant. Alors, c'est vrai qu'on pousse beaucoup sous l'impulsion de notre président François Decanson à innover en fait au CRT. Donc, il y a 7 ans, quand on est rentré dans cette aventure, on cherchait en fait un outil qui était en capacité de pouvoir à la fois nous aider à récupérer de l'information sur les avis clients, parce que pour nous, c'est important d'avoir cette information-là. On cherchait un outil aussi qui était en capacité de nous aider à diffuser cette information, parce qu'on sait qu'elle est essentielle au moment de la réservation pour le client. Et on cherchait un outil qui était aussi en capacité de nous aider à accompagner de manière en plus grande proximité, on va dire, les professionnels du tourisme dans leur réputation. Donc, on a lancé une consultation avec la région, avec la Fédération régionale des offices de tourisme et avec Vaucluse Provence Attractivité. J'aime bien le rappeler parce qu'ils étaient de l'aventure au départ avec nous. On a lancé cette consultation et c'est la société Raccourci, qui est dirigée donc par Jean-Marc, qui a gagné ce marché-là avec l'outil Fairguest. Il s'est passé beaucoup de choses sur les avis clients en 7 ans. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Déjà, ce qui est important de dire là-dessus, il y a des choses qui n'ont pas changé parce que les avis clients sont toujours aussi importants qu'ils étaient il y a 7 ans dans le processus de décision du client. Une dernière étude récemment de Guest Suite et de l'IFOP montrait que 92% des Français consultaient les avis avant de réserver. Ça, c'est un point qui est assez important. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a des choses aussi qui ont changé sur les réputations. Il y a encore quelques années, c'était TripAdvisor qui était le plus gros pourvoyeur d'avis. Aujourd'hui, c'est Google. Donc, il a fallu qu'on s'adapte en permanence. Malgré tout ça, au fil des années, Fairguest est devenu un outil vraiment stratégique pour nous qui prend une place importante. Aujourd'hui, sur l'outil, on analyse par exemple sur l'année 2024 1,1 million d'avis au total, ce qui est énorme. On a 31 destinations de la région qui sont impliquées à nos côtés dans l'exploitation de cet outil. On a plus de 9000 prestataires qui sont surveillés via l'outil. Et c'est un système gagnant-gagnant. Tout ce que le CRT surveille, le met à disposition des autres destinations. Et tout ce que les autres destinations surveillent, c'est à disposition aussi du CRT en visualisation. C'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Et on a plus de 500 pros qui ont activé une licence pro pour pouvoir suivre en direct leur e-réputation. Alors l'outil aussi, je vous ai dit, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui n'ont pas changé sur les avis clients, mais l'outil aussi a changé. Vous avez essayé de faire en sorte, en tout cas, de vous adapter là-dessus. On surveillait beaucoup les avis clients, la sémantique. Il y a des nouveaux indicateurs qui sont apparus, notamment le Net Promoter Score qui est arrivé au cours des derniers mois, qui nous permet de mesurer justement le taux de recommandation, on va dire, d'un prestataire auprès du client. Donc c'est un indicateur qui est hyper intéressant sur la gestion de son e-réputation pour un professionnel. On a aussi gagné beaucoup de temps dans la construction de tableaux de bord personnalisés pour permettre justement d'analyser très facilement ce qui se passe en termes d'e-réputation sur un territoire, ce qui se passe auprès d'un professionnel, ce qui se passe même pour une filière. Donc ça aussi, c'est des évolutions qui sont assez importantes. Et là maintenant, je vais donner la parole à Jean-Marc, puisque la dernière évolution,
C'est la manière dont Fairguest nous aide aujourd'hui, ou va nous aider demain, j'ai envie de dire demain même très rapidement, à produire du contenu. Et Jean-Marc, je te laisse expliquer un petit peu la nouvelle révolution Fairguest. C'est vrai que Fairguest permet de mesurer le taux d'attractivité d'un territoire grâce à ce fameux NPS. Fairguest permet aussi à un internaute de déterminer son choix grâce aux notes que vous pouvez afficher dans vos sites internet. Fairguest permet en accueil aux conseils en séjour de recommander les meilleurs établissements de manière objective grâce aux notes qui ont été calculées sur l'ensemble des avis collectés sur les établissements. Mais en plus de ça, grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle, vous vous doutez bien que comme dans chaque verticale métier, il y a des cas d'usage qui émergent. Et je voudrais vous en présenter deux. Le premier, c'est celui qui permet de construire et d'élaborer pour votre fiche et cité. Ici, par exemple, sur cet établissement Toyoko, basé, je crois, à Marseille, près de la gare Saint-Charles, vous avez une description qui est relativement succincte. Vous la voyez ici, celle qui est dans le système d'information touristique Apidae. Pas très engageante, finalement. Vous allez demander à Fairguest, grâce à ce prompt ici, à partir de l'identifiant de la fiche Apidae que vous saisissez dans l'interface, de lui générer une description engageante qui va chercher ce que les gens ont aimé dans cet établissement. Et du coup, ça va tout changer dans la manière de vendre l'établissement, qui va lui-même se reconnaître, puisqu'il va se rendre compte que la description Apidae est celle qui met en valeur des points de détail qui sont ce que ses clients apprécient chez lui. Première petite démonstration qui vous permet donc, ou à partir d'Apidae, on discute aujourd'hui avec l'équipe pour l'intégrer aussi depuis le back-office Apidae, mais aussi grâce à la possibilité qu'offrira Fairguest de le faire depuis le back-office de Fairguest, de générer vos contenus qui soient plus engageants. Deuxième cas de figure, cette fois-ci, on a demandé à l'IA de Fairguest de nous raconter la plus belle histoire de plongée qui a été vécue par les consommateurs, les voyageurs qui sont venus en vacances dans le Var. Alors peut-être dans une plongée à Porquerolles ou dans un endroit magique du territoire où l'eau est si transparente et où on va découvrir en plongeant finalement on va ressentir des émotions fortes, quoi. Ici, on a interrogé l'ensemble des avis Fairguest d'un échantillon qui est identifié par cet identifiant que je viens d'afficher à l'écran. Il va chercher tous les prestataires d'activité surveillés par Fairguest, en fait. On lui indique à ce LLM ce qu'on cherche à obtenir globalement. Et ensuite, on lui pose une question. Raconte-moi la plus belle expérience de plongée dans le département du Var. Alors, ça ne va pas être une expérience vécue telle qu'elle, mais c'est le meilleur de toutes les émotions vécues par l'ensemble des personnes qui ont plongé à partir des expériences qui ont été vécues et générées dans les avis clients des différents prestataires d'activité qui offrent ce service de baptême de plongée dans le département. Voilà le descriptif. C'est une foule de petits détails qui créent de l'émotion, qui sont authentiques et qui permettent de générer un article de blog en faisant du vrai marketing, en adaptant l'offre à la demande, puisque la demande, c'est en quelque sorte ce qui a été exprimé par les avis clients de ce que finalement les consommateurs ont apprécié, et d'inciter finalement les éditeurs de sites web que vous êtes à mettre en valeur ce qui plaît aux consommateurs en quelques secondes, en fait. Et puis, vous pouvez recommencer, reposer la même question. Et juste pour terminer, regardez ici, ça, c'est la version de ChatGPT. Pourtant, c'est ChatGPT qu'on a utilisé pour générer la description précédente. Celle-ci, elle est plutôt insipide et sans saveur et très généraliste. C'est normal, on ne lui a pas indiqué les avis clients. Merci pour votre attention. Voilà, je pense que les awards de l'année prochaine vont prendre une autre tête encore, quoi, parce qu'il y aura une dimension qualitative assez bluffante. Mais avant ces innovations, on a les awards de 2024. Donc 3 gagnants parmi 9000 pros. Donc il va y avoir, si je calcule bien, 8997 déçus. Il va falloir les gérer derrière, ça va être compliqué. Mais dans les 3 gagnants, il y a 3 catégories. Il y a la catégorie des hôtels, des campings et des offices de tourisme. Donc, pour remettre les prix, je vais appeler François de Canson, que tout le monde connaît, mais qu'on présente quand même en tant que président du comité régional de tourisme de Provence-Alpes-Côte d'Azur, vice-président de la région et président délégué d'ADN Tourisme. Attendez, je le fais. On va donner un micro à François. Bonjour François. Bonjour, très heureux d'être avec vous dans cette magnifique salle et je remercie bien évidemment
la ville de Toulon qui est présente aujourd'hui de nous mettre cette salle à disposition. Aujourd'hui, quand on a la chance de réunir tous les professionnels de tourisme autour de l'intelligence artificielle, on voit de belles choses, on voit de belles évolutions. Bien évidemment, on n'oublie pas aussi que le tourisme, c'est vous avant tout, c'est l'humain. Et je crois que là, c'est l'humain avant tout qu'on va récompenser à travers l'intelligence artificielle. Et à travers l'intelligence humaine qu'on a dans la salle. Et alors, le premier lauréat dans la catégorie hôtel, c'est l'hôtel Panday Palais, c'est le premier, celui-là, ils sont dans l'ordre, qui est à Saint-Tropez, dont les dirigeants n'ont pas pu être avec nous ce soir, mais le prix va être reçu par Laurent Grosso, qui a la chance d'être directeur de l'Office de tourisme de Saint-Tropez. Oui, bonjour Laurent. Laurent est un vrai partenaire, il nous accompagne en permanence dans le monde entier. On est aussi souvent chez lui à Saint-Tropez et c'est un honneur de remettre à un hôtel de Saint-Tropez cette magnifique distinction. En tout cas, merci à toi d'être là et je te laisse nous vanter les mérites de cet hôtel. Saint-Tropez, merci François. Une petite station du Var, c'est ça hein? Un peu méconnue. Un peu méconnue. Saint-Tropez est une magnifique station où l'esprit village perdure. Et ce qui fait la force de Saint-Tropez, c'est cet esprit village. Et c'est ce que fait magnifiquement bien Laurent, de porter cette image de Saint-Tropez à travers le monde, mais toujours avec cet esprit village. Merci François. Merci beaucoup pour au nom de toute l'équipe du Panday Palais, de remettre ce trophée. C'est magnifique pour le Panday Palais, qui est un hôtel qui a seulement 12 chambres, mais qui est ouvert à l'année. Et ça, c'est très important aussi pour nous, parce qu'on travaille avec le CRT, avec tout le monde pour essayer de développer un autre tourisme. Et donc, ça récompense aussi tout le travail, l'excellence tropézienne, l'hospitalité, qui fait aussi notre ADN à Saint-Tropez. Donc, merci beaucoup et merci pour ce travail. Merci à toi et on peut en profiter pour dire que le début de saison a été magnifique. Fantastique. On a vécu un magnifique mois d'avril après avoir vécu une saison 2024 exceptionnelle. Bravo à Saint-Tropez. N'oublie pas d'embrasser le maire, Sylvie Siri. Ce sera fait. Merci. Laurent, tu restes avec nous pour la photo de famille à la fin. 9.8 quand même, hein, le Panday Palais. 9.8 aussi dans la catégorie de l'hôtellerie de plein air avec le camping La Palantière aux Sauces du Lac, pour lequel Gaël et Hervé Brochard vont venir recevoir leur prix. Alors, c'est un métier que je connais bien, on en a parlé tout à l'heure. Félicitations parce que vous avez acquis ce camping il y a peu de temps. Vous êtes déjà nominé avec une note de 9,8, donc c'est fantastique. On voit que chez vous, il y a de la passion, de l'envie. C'est ce qui fait la différence. Et puis, dans ce territoire béni des dieux, il y a un site exceptionnel, un camping très proche de Savines-le-Lac, où on a aussi beaucoup d'amis. Et on est ravis que vous puissiez obtenir cette distinction. C'est des jeunes, on peut les applaudir très, très fort. Merci. Alors, dans la dernière catégorie, la catégorie des offices de tourisme, on était à 9.8 pour les 2 hébergements. Là, on grimpe à 9.9. Et j'appelle Perrine Julliard, qui représente l'OT métropolitain de Nice-Côte d'Azur, puisque c'est le bureau de Beaulieu-sur-Mer qui a remporté le prix dans la catégorie des offices de tourisme. Alors, là aussi, un partenariat très fort avec l'Office métropolitain. Je crois qu'on a la chance de tous travailler ensemble, de tous porter cette vision du tourisme, un tourisme durable, un tourisme respectueux de l'environnement, qui respecte les habitants et les visiteurs parfois venus du bout du monde. Merci d'être avec nous et félicitations. Merci à vous. Du coup, moi, je ne travaille pas au bureau de Beaulieu-sur-Mer, mais du coup, toutes mes félicitations vont à Marie et Betty qui font un très bon travail là-bas sur place. Et puis après, voilà, il y a tout le collectif derrière de la destination Nice-Côte d'Azur. Donc, merci à tous. Bravo. On les applaudit bien fort. On va inviter Jean-Marc et Julien à rejoindre tout le monde pour la petite photo de famille. Tu viens avec nous? Vous venez avec nous? On peut les applaudir pendant ce temps. Merci beaucoup. Eh bien, je vous invite à... Non, pas toi, François, tu es puni.
Tu vas rester avec nous et c'est également un moment important dans cette rencontre. C'est un moment de bilan, un moment de perspective avec l'intervention de François de Canson qui peut aller au pupitre. Si tout fonctionne bien, normalement, les micros sont branchés. Écoutez, merci d'être avec nous cet après-midi. Merci à mon ami Christian Mérizard, président de la Frotte, avec qui j'ai le plaisir de souvent travailler, de souvent échanger, notamment à ADRN Tourisme, notre fédération qui regroupe les CRT, les ADT et bien évidemment les offices du tourisme. Merci à vous tous, community managers venus de la France entière. Merci à vous tous d'être ici, dans ce lieu magique, dans ce palais Neptune, qui est vraiment un bel outil. Je crois que dans cette salle, et je m'adresse à l'élu toulonnais, on a vécu des moments forts et aujourd'hui, ça fait partie des moments forts de la vie de ce palais des congrès. 3e édition de CM on the Beach. Vous êtes dans la région du bonheur, vous êtes dans ce fameux territoire béni des dieux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous le savez, ici, avec le comité régional du tourisme, j'ai souvent l'occasion de le dire, j'ai pour ambition de fédérer les professionnels, de mobiliser toutes les énergies, de faire en sorte que les CRT, les ADT, les offices du tourisme, les professionnels, on travaille tous ensemble. Et comme aime me le dire Renaud Muselier, chez nous, on chasse en meute et les résultats sont au rendez-vous puisque, encore une fois, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur a prouvé en 2024 que nous étions la région de France qui résistait le mieux et qui avait la plus forte progression dans toute l'hôtellerie. Cette addition des forces, cet alignement de planètes, je vous l'ai dit, est indispensable pour bâtir le tourisme de demain. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Quand on parle de tourisme de demain, il y a 2 lettres aujourd'hui qui font l'intelligence, I et A. 2 lettres à peine qui ouvrent déjà un gouffre de possibilités, un vertige d'interrogation, un monde en mutation. L'intelligence artificielle, surtout depuis qu'elle est devenue générative, n'est plus une perspective abstraite. Elle est une réalité quotidienne, une force à l'œuvre, un courant puissant qui traverse désormais notre secteur, nos métiers, nos récits. Elle écrit, vous l'avez dit, elle parle, elle traduit, elle simule la voix, crée des visages, élabore des itinéraires, elle agit vite, souvent mieux, parfois à notre place. Alors, nous n'avons plus le luxe d'attendre, nous devons comprendre, décider, encadrer et surtout, nous devons réaffirmer ce qui, dans le tourisme, ne pourra plus jamais être automatisé. Le lien, l'émotion, la mémoire. En clair, si l'intelligence artificielle peut aujourd'hui faire jaillir du code, une image ou une phrase saisissante, elle ne peut pas générer un regard, le regard d'un vigneron tout simplement, le parfum d'une pinède chez nous après la pluie ou le silence d'une abbaye au petit matin. Elle ne remplacera jamais le tremblement de l'authentique. Pour autant, il ne faut pas se tromper de combat, ni dans la fascination aveugle, ni dans la défiance paralysante. Car l'IA bien pensée, bien utilisée, peut être une complice précieuse, une force d'appui, un levier pour un tourisme plus intelligent, plus doux, plus juste. Et je crois que Fairgaze l'a montré, encore une fois, dans la démonstration qui nous a été faite tout à l'heure. Elle peut nous aider à mieux comprendre les attentes d'un voyageur, à fluidifier son expérience, à répondre en temps réel à ses besoins. Elle peut accompagner les professionnels en libérant du temps, en optimisant les tâches, en renforçant la qualité de service. Et pour vous, community managers, elle peut devenir un outil d'anticipation, de création, de conversation, à condition de toujours y mettre votre regard, votre intention, votre sensibilité humaine. Et surtout, l'intelligence artificielle peut répondre aux grandes mutations du voyage. J'aime toujours à rappeler ce qu'est la volonté du voyageur qui vient sur notre territoire avec, pour moi, la fameuse règle des 3 R. Rupture, ressourcement, retrouvailles. Rupture, parce que le voyage d'aujourd'hui est aussi une quête de l'exception, de singularité, de déconnexion du quotidien. Ressourcement, car nos clientèles recherchent de plus en plus la nature, le silence, l'équilibre, le temps retrouvé. Et bien évidemment, retrouvailles enfin, avec soi, avec les autres, avec ses racines, une mémoire collective et intime qui se transmet à travers un territoire, une histoire, une table partagée.
L'intelligence artificielle, si elle est orientée avec soin, peut aider à révéler ses attentes, à structurer des offres et surtout à amplifier la portée de ce qui est déjà là sans jamais la dénaturer. Mais nous savons aussi que cette puissance nouvelle n'est pas neutre, elle n'est pas inoffensive. Elle est le reflet de ceux qui la programment, la nourrissent, l'exploitent. Elle est le reflet de ce que vous voulez en faire. Et si nous ne faisons rien, si nous la laissons faire, alors ce sont les logiques les plus marchandes, les plus globalisées, les plus standardisées qui s'imposeront à nous. Nos récits locaux disparaîtront derrière des contenus optimisés, sans aspérité. Nos territoires risqueront d'être jugés par un algorithme et non par un regard. Et l'on pourrait alors voir s'effacer ce qui fait la richesse d'une destination, sa voix, son rythme, ses silences. C'est pourquoi, ensemble, nous devons poser un cap, une éthique, un cadre, former nos équipes, outiller les plus fragiles, encourager les plus audacieux et surtout, remettre l'humain au centre. C'est dans cet esprit qu'avec le président de la région Sud, Renaud Muselier, nous avons lancé un plan intelligence artificielle très ambitieux, responsable et souverain, avec une dotation de 70 millions d'euros. Ce plan est axé sur 3 priorités. Positionner la région comme leader de l'intelligence artificielle, avec un objectif clair, faire de notre région un territoire de référence en termes d'innovation. Mettre l'intelligence artificielle au service du bien commun. Il s'agit de faire en sorte que chacun puisse en bénéficier et que surtout personne ne reste au bord du chemin. Mais aussi accélérer les usages internes dans l'administration régionale. Nous développons des outils pour améliorer l'efficacité, simplifier les procédures, les démarches et bien évidemment mieux accompagner nos concitoyens. Il s'agit, vous l'avez compris, d'un engagement fort, former les jeunes, accompagner les entreprises, soutenir les collectivités, promouvoir une intelligence éthique au service de notre territoire. Le tourisme, c'est le cœur battant de notre région. Le tourisme en région, c'est 13% du PIB, c'est 21 milliards. C'est une progression constante. Et nous voulons, encore une fois, faire en sorte que la région Sud soit un territoire pilote d'un tourisme augmenté, mais surtout, jamais artificiel. Car au fond, on peut résumer la situation. L'IA, ce n'est pas une fin, c'est un instrument. Et l'humain doit en rester le musicien. Elle peut amplifier notre voix, mais elle ne doit pas écrire à notre place. Notre mission, ce n'est pas d'éloigner l'IA du tourisme, mais surtout de veiller à ce qu'elle serve nos valeurs, des valeurs fortes, l'hospitalité, l'authenticité, la diversité, la transmission, à ce qu'elle soutienne nos récits, mais surtout à ce qu'elle ne les remplace pas, à ce qu'elle révèle ce qui est vivant plutôt que de l'imiter. L'intelligence artificielle nous oblige. Elle nous oblige à nous interroger, à faire des choix, à définir ce que nous voulons préserver et surtout ce que nous voulons transmettre. Elle nous rappelle plus que jamais que les projets technologiques ne valent que s'ils servent le progrès humain. Alors, avançons avec ambition, avec vigilance et avec cette conviction chevillée au corps. Dans un monde de plus en plus numérique, notre rôle est de préserver ce qui ne s'automatise pas, la beauté du geste, la chaleur d'un accueil, la profondeur d'une rencontre. Bien évidemment, tout ça, vous le savez. Bien évidemment, tout ça, vous en êtes conscients parce que vous êtes des professionnels du tourisme. Vous avez tous compris le bienfait de l'intelligence artificielle, mais vous avez tous aussi compris qu'il faut rester vigilant parce que dans des métiers comme le nôtre, c'est l'humain qui prime. Et la différence, elle se fait toujours par l'humain. Alors oui, on peut raconter de belles histoires, on peut aussi se poser des questions. Dans quelque temps, si on n'est pas vigilant, qu'est-ce qui sera vrai dans l'histoire que l'on raconte? Merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir organisé à la Frotte ce magnifique salon en partenariat avec la région et en partenariat avec le comité régional du tourisme. Profitez bien
de votre séjour dans le Sud. Vous savez qu'ici, c'est la région du bonheur et j'espère que ce soir, le bonheur sera avec nous. Je vous remercie. Merci François pour cette vision claire et cette parole concise mais percutante. Et je vous demande maintenant d'applaudir Christian Mourizard, qui est le président de la Fédération régionale des offices du tourisme et président délégué d'ADN Tourisme, pour la deuxième partie de cette intervention. Bonsoir Christian. Merci Claude. Alors, François, dans la fin de son intervention, nous renvoyait à la responsabilité des acteurs du tourisme au-delà de l'intelligence artificielle dans l'exercice de leur métier. Alors, cette notion de tourisme responsable, c'est quelque chose qui te parle, je pense, puisque d'après ce que j'ai compris, en 2021, tu as créé au sein d'ADN Tourisme la première commission du tourisme responsable. À l'époque, 2021, quelles ont été les réactions quand tu as lancé cette commission et quels en ont été les livrables? Alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis entièrement d'accord avec le très beau discours qu'a fait François sur l'intelligence artificielle. Nous avons un même discours, c'est la place de l'humain. Et je me souviens d'un chercheur qui disait quel que soit l'outil que peut faire l'homme, cet outil doit servir l'homme et ne pas la servir. Voilà. En passant. Donc, effectivement, en 2020, nous avons créé la fusion d'ADN Tourisme entre les trois structures, les CRT, les ADT et les offices du tourisme. Et très rapidement, et avant et durant la période du Covid aussi, puisque c'était quand même une période qui nous a tous profondément marqués, on a eu ce souci de ce tourisme non. Moi, je préférais le mot responsable qu'au mot durable. Parce que je pense que quand on fait quelque chose dans la vie, c'est en fonction des responsabilités que nous avons. Et je ne pense pas qu'on fasse quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la durabilité. Donc, mais c'est aussi encore une très mauvaise traduction du mot anglais, undesirable, parce que ce n'est pas tout à fait le mot durable que ça veut dire. Mais bon, comme on Partons sur responsable, ça ira bien. Comme on n'est pas très bon en anglais en général, on peut faire des erreurs de traduction. Et donc, en 2021, en début de l'année 2021, avec un certain nombre de techniciens et d'élus, et plus particulièrement, je cite Isabelle Brémond, puisqu'elle a été la présidente de cette commission que nous avons mis en place, et nous avons lancé une très grande consultation à travers la France. Nous avons consulté plus de 50 000 personnes et organismes, avec l'aide des ministères, l'aide d'Atout France, et nous avons eu 1800 propositions. Et de ces 1800 propositions, nous avons écrit un manifeste avec 10 axes forts qui s'appuyaient entre autres sur déjà les expériences des uns et des autres, parce qu'on n'a pas inventé du jour au lendemain le tourisme responsable. Collègues des meilleures pratiques. Exactement. Et voilà. Livres de recommandations. Et à la prochaine Assemblée générale d'ADN Tourisme qui aura lieu normalement jeudi prochain à Paris. C'est ça? On est d'accord? Tout à fait d'accord. Ok. Il peut ne qu'être d'accord. J'imagine. Et donc, nous allons faire un point, Un point d'étape sur le chemin parcouru depuis 2021. Super, voilà. Ok. Premier point. J'ai cru comprendre que dans cette notion de tourisme responsable, il y avait également des aspects réglementaires et qu'en particulier, le plan qualité tourisme avait évolué vers un concept de destination d'excellence. Oui. Oui. Alors ça, effectivement, ce sont des décisions qui nous échappent quelque peu, même si nous avions une responsabilité dans la gestion de la marque. Ouais. Et donc, c'est une initiative nationale. Exactement. Donc, d'ailleurs, avec François et Stéphane Villain, l'actuel président d'ADN Tourisme, on avait rencontré à l'époque la ministre. Je dis à l'époque parce qu'ils se sont succédés assez rapidement. Ah oui? Et donc, c'est assez difficile d'avoir un dialogue en continu. Donc, nous avions rencontré Madame Grégoire qui avait eu cette initiative de... J'avais eu le mot malheureux de lui dire, vous savez, il ne suffit pas de changer les noms pour changer les choses. C'est un peu plus complexe.
Ça lui avait pas trop plu, mais c'est pas grave. Hein. Ça fait du bien de toujours dire les choses telles qu'on les pense. Et donc, ce qu'on avait remarqué et on avait insisté, nous, c'était pas de complexifier les choses, mais plutôt d'essayer de les simplifier. C'était pas tout à fait. Alors qu'il y avait quand même un pilier d'éco-responsabilité avec 80 critères nouveaux. Et surtout vis-à-vis des professionnels. Et puis même en ce qui concerne nos structures, je pense aux offices du tourisme, on a beaucoup sacrifié de temps, de l'argent dans le cadre de cette démarche du tourisme. Et de fait de changer, on va dire, un peu les règles du jeu, d'autant que il y avait la DGE qui s'occupait de cela, et ADN Tourisme était, on va dire, mandaté, entre guillemets, pour gérer la marque. Et puis, pendant une année, il y a eu un grand flou, et c'est ce qui nous a profondément inquiétés, parce que quid de ce qu'on devait faire, comment on devait le faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, en ayant quand même eu plusieurs rencontres au ministère, on va arriver quand même à trouver une bonne solution. Je pense qu'ADN Tourisme aura toujours quelque part la charge, on va dire, de la gestion de la marque. Faut-il encore qu'on ait les moyens, puisque vous savez tous que malheureusement aujourd'hui, en ce qui concerne la structure Atout France, beaucoup de questions qui se posent. C'est clair. Alors, ceci étant, cette question de l'évolution de la marque a bien mobilisé les offices de tourisme qui participent à cette première journée, puisqu'il y avait un atelier qui était consacré, qui a fait salle comble. Dernière question, ces notions de tourisme durable, responsable, quelle que soit la façon dont on l'appelle, quand on est directrice ou directeur d'un office de tourisme, c'est parfois des choses où on aimerait accélérer et où il y a des sujets d'évolution au niveau des pratiques de l'équipe, des rapports aux sociopros, mais aussi du rapport aux élus. Alors, avec ton expérience locale, régionale, nationale, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une directrice ou un directeur qui voudrait accélérer sur le sujet du tourisme responsable? Moi, je me garderai de tout conseil. Ah ben non, c'est justement ce que je te demande. Non. Moi, je suis pour le dialogue. Donc, il n'y a pas de conseil. Le dialogue, c'est une forme d'ouverture d'esprit. Et je le vois avec ma chère Aline, qui est notre directrice à la Fédération régionale, où nous dialoguons régulièrement. Elle me fait part de son point de vue. Je lui fais part aussi du mien, parce que les élus ont aussi un point de vue, et donc qui rentre sur un plan, je dirais, beaucoup plus général, beaucoup plus global. Et à ce titre, d'ailleurs, je dirais que la loi NOTRe, du fait du transfert de la compétence à l'ensemble du territoire, a été peut-être, malgré tous les travers qu'on peut y trouver, une bonne chose dans le fait que nous avons été obligés, nous, le monde du tourisme, à nous ouvrir au monde qui nous entoure d'une façon différente. C'est-à-dire peut-être un peu plus politique, dans la mesure où aujourd'hui, dans nos structures, souvent la présidence est assurée par un élu. On le voit au CRT, on le voit dans les ADT et dans les offices du tourisme en fonction de la structure, entre autres les EPIC, les établissements publics industriels commerciaux, c'est un élu. Et donc, il y a un partage quand même de la difficulté de la gestion globale d'un territoire. Et puis, à un moment donné, il y a aussi un mot qui intervient fortement dans le débat, c'est le mot touristicité. François a soulevé tout à l'heure que, mettons, dans notre région PACA, le tourisme, ça a un impact économique très fort. Et nous ne sommes pas tous égaux devant le tourisme. Et c'est comme ça. Ouais, je rappelle, avant qu'il y ait la réforme de la loi NOTRe, il y avait 2500 officiers du tourisme en France, il y avait quand même 34 800 et quelques communes. Donc, ce qui veut dire que toutes les communes de France ne sont pas intéressées par le tourisme. Et par contre, le fait de restructurer les communautés de communes, comme d'agglo, les grandes villes, les métropoles. C'est l'âge, ça, avec l'âge, c'est dur. On se rend compte qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi, je me souviens, dans le transfert de compétences, les stations classées de tourisme, je rappelle le chiffre du nombre de communes, 34 000 et quelques, il y avait 350 stations classées en France. Ouais. Donc, et là, c'est la crème de la crème du tourisme. Donc, nous sommes dans un épiphénomène.
Par contre, nous devons défendre ce que nous avons fait parce que le premier office du tourisme a été créé quasiment au début du XXe siècle. Ah, c'est clair. Un des plus anciens, je crois, que c'est Chamonix. Et donc, si on devait résumer, non pas le conseil, mais l'avis qu'on pourrait donner à ce directeur, c'est le dialogue avec l'élu en tenant compte de la touristicité du territoire pour proposer des expériences de visite toujours aussi exceptionnelles, qu'on soit à Saint-Trope, où est le Pin d'Aille, ou à la Lose du lac, chez nos amis du camping. Non, mais on a la chance d'avoir, et ce n'est pas laudatif ce que je suis en train de dire, des gens passionnés. Et il faut partager cette passion. Et les élus n'ont pas forcément, même un élu au tourisme, moi-même, lorsque j'ai pris la présidence, mon maire à l'époque m'a donné cette responsabilité, moi j'étais des travaux publics. Alors, travaux publics au tourisme, il y a un pas. Il y a un pas. Par contre, je pense que ce que doit être un élu, c'est un être curieux, ouvert, attentif et à l'écoute. Et en même temps, il doit partager la problématique, comme je disais précédemment, dans un débat au conseil municipal, vous vous rendez vite compte qu'il y a tellement de sujets à débattre et à voter que quand on arrive, mettons, au budget de l'Office du tourisme, il faut savoir défendre la chose. Ouais. Mais quand on vous dit j'ai 40 écoles et donc j'ai 3 toitures à refaire, j'ai 3 trucs à faire, etc., et que vous pointez en disant peut-être que l'Office du tourisme, mais vous êtes, ça va. Vous êtes les touristes. Il n'y a pas de problème. Hein. À Arles, il y a à peu près 1 100 000 touristes par an. Qu'il y ait un office du tourisme qui ne soit pas à la hauteur de la ville, ce n'est pas grave. Bon, c'est un point de vue. Et je salue, entre autres, puisque je sais qu'il est dans la salle, le directeur avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans. Je l'ai vu, il a toujours bonne mine, hein, quand même. Donc, ça veut dire que je ne vais pas trop épuisé, il est toujours bien. Okay. Et c'est des souvenirs extraordinaires d'expérience. Ça rejoint ce que disait François sur l'humain. Avant tout, il faut établir des relations humaines. Et si vous avez même des points de vue différents, des objectifs différents, à un moment donné, par le partage, vous arrivez à être dans quelque chose, d'abord, qui vous donne satisfaction, mais qui vous œuvrez pour l'intérêt général. Parce que je pense que l'intérêt général, quand on est un élu, c'est ce qui prime surtout. Ok, merci beaucoup Christian. Alors je peux juste vous demander de prolonger un peu vos applaudissements et même de les intensifier, parce qu'avec François et avec Christian, vous avez les 2 personnes par qui ces rencontres sont possibles. François, parce qu'il porte, avec la région et le CRT, la vision et le financement de cette manifestation. Et Christian, parce qu'avec la fédération régionale, il porte toute l'organisation. Et je vous demande aussi d'applaudir Aline et toutes les équipes de la fédération, ainsi que nos amis d'Idées Réseau qui vous ont fait ce programme sur mesure et de plus en plus intéressant. Alors Aline, dernière séquence, je vais demander à Aline Colodello et à Anne Settimeli de monter sur scène. Aline, vous la connaissez, Anne, vous allez la découvrir. Anne est la fondatrice et la directrice d'une association qui s'appelle Explore et Préserve, qui a été créée en 2019 à Hyères, dans le Var. Alors, Aline, structurellement, dans CM on the Beach, il y a un budget qui est prévu en dotation à une association qui œuvre. Tu peux nous expliquer ça rapidement, 30 secondes? Complètement. Effectivement, comme vous l'avez tous compris, vous êtes là pour sensibiliser le visiteur, vous êtes là pour accompagner vos professionnels, pour évoluer et accompagner la transition durable et pour faire vivre et partager de véritables expériences aux clients. Il faut travailler aussi et les sensibiliser sur tout ce qui est préservation de l'environnement naturel, tout ce qui est biodiversité. Et du coup, en tant que CM on the Beach, un événement engagé également dans un tourisme responsable, il était très important pour nous de soutenir une association, parce que je vais laisser la parole à Anne juste une petite minute. Anne, en fait, Explore et Préserve, travaille avec les professionnels du tourisme. Ils sont là à votre disposition, justement, pour pouvoir, justement, mettre en place des actions auprès de vos clients et visiteurs. Donc, je lui laisse la parole. Et donc, pour nous, c'était très important de les soutenir. Et cette année, donc, nous leur offrons une enveloppe de 2 000 €. Et donc, merci. C'est un budget, effectivement, que chaque année, on réserve dans le cadre du CM on the Beach. OK.
Merci à la région pour ça. Alors Anne, en 2 mots, explore et préserve son champ d'action. Alors déjà, avant tout, merci à Aline et merci à la région Sud. Merci au CRT et à la Fédération régionale des offices de tourisme, en premier lieu. Alors, Explore et Préserve, en fait, c'est une association de protection de l'environnement. On travaille sur les pressions anthropiques et l'impact sur le milieu marin. Donc, on est basé à Hyères. On a bien les pieds dans la Méditerranée. Dieu sait qu'on l'aime, notre Méditerranée. Voilà. Ok. J'ai lu sur votre site que vous aviez aussi un travail de veille sur les tortues. Oui, alors vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2 ans, on a la chance de voir des tortues kawan qui viennent pondre sur nos plages. Ne me demandez pas pourquoi elles viennent d'hier, hein, mais je sais pas. Ouais, là, le on espère. région, il y en a ailleurs aussi. Et Mais c'est nouveau, cas, ça oui, ouais, on observe ce phénomène depuis 2 ans, et donc il y a des gros enjeux de préservation et de sensibilisation. Donc évidemment, on compte vraiment sur vous qui êtes acteurs sur le territoire de nous aider à sensibiliser, parce qu'il y a vraiment de gros enjeux, notamment aux bons gestes à adopter, puisqu'en ce moment, on voit des tortues en mer, par exemple, se rapprocher de nos côtes. Donc, essayer de faire passer le message qu'il faut réduire la vitesse des navires en mer. Et ensuite, quand il y a, par exemple, des montées de tortues sur les plages, observer s'il y a des traces. Et en cas d'observation, évidemment, alerter les personnes habilitées. Ok. Et pour finir, vous organisez les rencontres du 3e type, non, du 3e poulpe. Non, le 3e type, c'était le film de Spielberg. Et donc, ces rencontres du 3e poulpe. Alors, les rencontres 3e poulpe, c'est un autre volet qu'on développe dans l'association. C'est le volet culture et environnement. Donc là, cette année sera lieu à la Villa Magdala hier fin juin. Donc on a créé un prix littérature environnement national et une journée dédiée à la littérature, l'environnement le lendemain, avec des lectures, des rencontres, des tables rondes avec plein d'auteurs connus et reconnus, puisqu'on a sorti un recueil de textes sur la mer qui s'appelle Des nouvelles de la mer. Je vous invite à vous procurer, avec une quinzaine d'auteurs français qui sont assez haut de gamme, et qui seront tous là pour cette journée fin juin. Ok. Voilà. Et alors, les 2 000 € de Same on the Beach, ils vont servir à quoi? Eh bien, je pense qu'une partie va servir à notre prix littéraire, donc qui sera remis à la villa, à la Fondation Carmignac à Porquerolles le 27 juin. Et donc, je serais ravie d'accueillir Aline avec nous pour remettre ce prix. Et Christian et François, non? Mais si, bien sûr. Avec grand plaisir. Non, mais je préfère que ce soit précisé, quoi. Ok. Donc François et Christian sont invités également. Oui, mais bien sûr. C'est fantastique. Moi, je trouve ça très intéressant, parce que en fait, on parle de tourisme, on parle de préservation de l'environnement naturel, etc. et tout, et on reboucle la boucle avec la culture. Et la culture, c'est quoi? C'est aussi une ouverture sur le tourisme. Hein. Et c'est aussi une activité humaine qui rappelle à la responsabilité. Oui, et puis on a la chance d'avoir ce territoire d'exception. J'aime toujours à dire ce territoire béni des dieux. Alors, chez nous, et puisqu'on est nombreux ici, on peut atterrir à Nice, visiter la Fondation Magne, venir chez vous à Carmignac, voir comment ça se passe, et terminer au Mucem. Donc, 2 aéroports internationaux, une culture qui est sur tout le territoire. On peut se déplacer facilement, petit pays de 5 millions d'habitants, et puis des gens comme vous, comme nous, qui sont là pour préserver. Oui, on veut faire découvrir, mais on veut aussi protéger, et c'est ce qui fait la force du tourisme en région sud, ne jamais opposer économie et écologie, et je crois que quand on travaille tous ensemble, on le fait magnifiquement bien. Ok, merci à tous pour cette belle séquence, et longue vie à ces tortues, en tous les cas à leurs œufs qui sont en train d'éclore. Merci beaucoup. Dernière séquence, Speech on the Beach, ça doit venir s'afficher à l'écran. Alors vous l'avez vu dans le programme, ça disait IA 2025-2027, au commencement était ChatGPT. Alors moi qui suis un fervent admirateur de l'Apocalypse de Saint Jean, pour moi au commencement était la parole, mais si c'est ChatGPT, je veux bien. Et donc l'Apocalypse Saint Jean, est-ce que l'IA c'est l'Apocalypse? Je n'en sais rien, mais par contre, Flavien Chervet, qui est parmi nous et que vous pouvez applaudir, va nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Alors, en préparant juste cette introduction, j'en ai pour 10 secondes, j'ai vu sur ton site flavienchervet.fr que tu avais commis 3 livres.
Le premier qui s'appelle Hyperarme sur les enjeux de l'IA pour l'humanité. Le second, Hypercréation, les enjeux de l'IA pour les métiers de la création. Et le troisième, Hyperprompt, qui est le manuel de référence des prompts. Alors au début, moi je croyais que c'était les trucs qu'on lisait quand on parlait à la télé. Et ensuite, j'ai compris que c'était ce qu'il fallait mettre en écoutant Jean-Marc pour avoir des bons avis clients. Donc, ce qu'il y a de remarquable avec ces livres, c'est d'une part, ils sont bon marché, accessibles en ligne, et que d'autre part, il est dit qu'ils sont accessibles à partir de 3 à 5 ans. Donc, si Flavien est capable d'expliquer l'IA à un gamin de 3 à 5 ans, je pense qu'il va pouvoir nous expliquer ce qui nous attend pour les années qui viennent. C'est parti pour 30 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Alors bon, si des enfants de 3 ans arrivent à lire mes livres, quand même, je leur souhaite un peu de courage. Alors, les organisateurs de l'événement m'ont donné un challenge assez marrant parce qu'ils ont regardé un peu toutes mes conférences et ils m'ont dit que tout était intéressant. Alors, c'était plutôt un beau compliment, mais du coup, ils m'ont demandé de tout mettre dans cette conférence, ce qui évidemment fonctionne pas normalement. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une conférence de 3 heures. Donc, on a annulé la soirée de ce soir tout à l'heure. Donc, j'espère que vous êtes bien assis. Alors, évidemment, vous avez sûrement pendant la journée déjà beaucoup entendu parler de notre cher ChatGPT qui fait la une de tous les journaux depuis 3 ans. Mais évidemment, c'est pas le fin mot de l'histoire. Il y a plein d'autres choses qui se passent que ChatGPT. Et même si c'est la colonne vertébrale un petit peu de la révolution actuelle, ce qui est intéressant, c'est de regarder au-delà. Moi, je fais de la prospective. J'ai boule de cristal, sauf que cette boule de cristal, elle donne des probabilités, des scénarios de réflexion. Et évidemment, une boule de cristal réelle, ça marche avec un flux d'entrée, c'est de l'histoire. On peut regarder l'avenir que quand on comprend un petit peu d'où on vient. Donc, avant de vous parler d'avenir et avant d'essayer de voir ce qui s'en vient au-delà de 2023-2025, très rapidement, je vais reposer le contexte de pourquoi cette révolution a eu lieu il y a 3 ans. Alors, je vais me servir de cette jolie slide au passage. Évidemment, toutes mes slides sont générées par IA. C'est Midjourney qui fait ça. C'est des planches d'inspiration pour une bande dessinée qui, depuis, a complètement changé graphiquement, mais qui sortira en novembre sur la dimension géopolitique de l'IA. Le mot intelligence artificielle, vous savez quand est-ce qu'il a été créé? Qui sont les experts? Pardon? Je l'ai entendu là. 56, tout à fait. Donc 1956, le terme intelligence artificielle apparaît, donc ça fait déjà un moment, c'est pas nouveau. Et tout ce qu'on va faire pendant la fin du XXe siècle, aujourd'hui on n'appelle plus trop ça de l'IA, même s'il va se passer plein de choses. L'histoire moderne de l'intelligence artificielle, on avance quand même vite dans le temps, elle commence vraiment dans les années 2000 avec un type de programme informatique très spécifique qu'on connaissait depuis longtemps, mais qui commence à être vraiment utilisé dans les années 2000. C'est un programme qui s'inspire du fonctionnement des neurones humains, donc c'est des réseaux de neurones artificiels. Alors, ce qu'il y a de génial avec les réseaux de neurones artificiels, il faut juste comprendre un élément, c'est que c'est des programmes qui ont une capacité complètement différente de tous les autres programmes. Ils sont capables de généraliser. On dit souvent qu'ils sont capables d'apprendre, c'est un peu la même chose. Si vous montrez 3 tortues à votre enfant de la même espèce, et puis vous lui montrez une autre tortue ensuite d'une autre espèce, il y a des chances vous lui montrez une autre tortue de la même espèce, il y a des chances qu'ils reconnaissent que c'est une tortue de la même espèce, même si c'est pas exactement la même image qu'il a vue. Vous montrez une première tortue, il ne sait pas, une deuxième, il ne sait pas, une troisième, il hésite, une quatrième, il a appris, il a généralisé et il est capable de dire que c'est cette tortue. Les systèmes d'IA, les réseaux de neurones artificiels, c'est pareil, on leur montre plein d'exemples et grâce à ces exemples, ensuite, ils sont capables de généraliser. Et ça, c'est pas du tout trivial. Qu'un système informatique soit capable de généraliser, vous savez, on a cette idée du système informatique où A entraîne B, entraîne C, c'est super rigoureux, c'est très gris, c'est très procédural. L'intelligence artificielle, c'est l'inverse. C'est une informatique floue, c'est une informatique fluide, c'est une informatique qui est capable d'aller au-delà de ce qu'elle a eu au début comme données d'entraînement. C'est une informatique qui est beaucoup plus humaine, des fois très humaine, des fois trop humaine. On le voit d'autant plus avec ChatGPT. Alors, dans les années 2000, ça donne des cas d'usage très simples. Par exemple, vous avez tous un filtre anti-spam dans vos boîtes mail. Donc, c'est un petit réseau de neurones. On lui a montré 500 000 spams, 500 000 mails qui ne sont pas des spams, et il est capable de reconnaître n'importe quel spam. On est super content que ça fonctionne parce qu'un algorithme traditionnel, s'il fallait expliquer toutes les caractéristiques de tous les spams, on s'en sortirait jamais. Donc, l'histoire de l'IA moderne, c'est l'histoire des systèmes qui sont capables de généraliser et d'apprendre. Alors, dans les années 2000, personne quasiment utilise l'IA. C'est vraiment que des tout petits cas d'usage.
le moment clé pour l'intelligence artificielle, qui est sûrement un des moments clés de notre histoire, il est représenté par cette photo. Alors, au premier rang, là, vous avez Geoffrey Hinton, prix Nobel de physique de l'année dernière pour ses travaux en IA. Le prix Nobel de chimie de l'année dernière a aussi été un chercheur en IA. Donc, l'IA commence à récolter les prix Nobel. Ici, vous avez ces deux étudiants. Ilya Sutskever, à l'époque juste un étudiant très souriant, aujourd'hui massivement connu parce que c'est le cerveau derrière ChatGPT. Et puis, au fond, Alex Krzyzewski, que l'histoire a moins retenu, mais c'est un chercheur en IA brillant. On voit, il est déjà tout timide, au fond, comme ça. Pourquoi je vous montre cette image? Parce qu'elle date de 2012 et c'est une image qui a été prise quand ces trois garçons ont proposé un article de recherche qui est l'article le plus cité de toute l'histoire de l'IA. Il introduit un algorithme qui s'appelle AlexNet. À cette époque-là, on essaye de faire des algorithmes d'IA, de machine learning, de l'apprentissage machine, qui sont capables de voir. Comme je vous disais, on montre des images et l'algorithme est capable de repérer mais à peu près n'importe quel objet sur des images. Et à cette époque-là, ça marche pas du tout. Et là, ces trois garçons arrivent, ils proposent AlexNet et tout d'un coup, ça marche. Alors là, la communauté scientifique s'enflamme. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un nouveau mécanisme super subtil d'intelligence. C'est incroyable. Pas du tout. C'est pas de la belle science. C'est de la belle ingénierie. Ils n'ont pas trouvé un mécanisme incroyable. Ils ont juste fait plus gros. Ils ont fait un gros réseau de neurones avec plus de neurones dedans, plus de données pour faire sa phase d'entraînement et plus de puissance de calcul. Ok, retenez bien ça, hein. Ça va prendre tout son sens ensuite. En 2017, vous avez des chercheurs de Google qui publient un papier de recherche, deuxième papier de recherche le plus cité de l'histoire de l'IA. Il introduit un autre algorithme, les transformers. C'est le T de GPT. Alors, avant, à cette époque-là, on commençait à faire de la traduction automatique à peu près de bon niveau. Mais vous savez, si vous avez utilisé Reverso en 2015, il fallait pas montrer ça à un prof de langue. En 2017, les chercheurs de Google arrivent avec les Transformers et tout d'un coup, ça marche. Oh, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé un super principe très subtil, ils ont décortiqué les mécanismes internes de l'intelligence? Pas du tout. Ils ont trouvé une façon, une architecture logicielle fondée sur les mêmes principes qu'avant, mais qui permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. On met donc beaucoup, beaucoup plus de neurones, beaucoup plus de données d'entraînement et beaucoup plus de puissance de calcul dans le système. Ça, c'est ce qui va nous entraîner dans la révolution actuelle, qui n'est pas la révolution des IA génératives, en fait, ça existe depuis longtemps, qui est la révolution des modèles de fondation, qui donnent leur intérêt aux IA génératives, mais c'est ça qui est le vrai mot-clé de la révolution actuelle. Alors, modèle, ça veut dire IA, hein, juste parce que ça modélise les données. Donc, les modèles de fondation, c'est des énormes réseaux de neurones qui sont capables, en fait, d'être entraînés non pas sur une tâche spécifique mais utile, mais sur une tâche généraliste complètement inutile. Typiquement, GPT, il est entraîné à prédire le prochain mot sur tout le texte d'Internet. On lui montre le premier mot, il essaye de prédire le deuxième, il se trompe, on le corrige, il s'améliore un tout petit peu, il essaye de prédire le troisième, il se trompe, il se corrige et il fait ça des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois. Donc ça ressemble pas du tout à de l'intelligence humaine, mais n'empêche que quand le système a fait ça, il est tellement gros que statistiquement, il va modéliser la réalité qui est révélée par le texte qui est sur Internet. Et la réalité révélée derrière la langue, c'est l'intelligence. La langue, c'est une sorte d'interface sur notre intelligence, c'est ce qui charrie notre intelligence, c'est à travers la langue qu'on dévoile les mécanismes de notre intelligence. Et donc, comme des espèces d'ombres sur le réel, à travers ces ombres, le système d'IA retrouve le réel qui est derrière. Alors on peut appliquer ça aussi sur de la vidéo, c'est très impressionnant. Le système essaye de prédire la prochaine image et il se met à statistiquement simuler les lois de la physique. Derrière les vidéos, il retrouve ce qui permet de générer ces vidéos, c'est-à-dire les lois de la physique. Donc par un prisme complètement différent de l'intelligence humaine, ces systèmes retrouvent quelque chose de l'intelligence de la physique ou de l'intelligence qui est derrière le langage, c'est-à-dire l'intelligence humaine. Et ça, on s'y attendait pas. Que ce passage à l'échelle, il débloque ça, on s'y attendait pas. Et c'est pour ça qu'on est entré dans l'ère tout d'un coup de l'intelligence numérique crédible. Tout d'un coup, ça ressemble vraiment à de l'intelligence. Quand on parle avec ChatGPT, on a l'impression que ça pense, que c'est intelligent, même si c'est tout à fait débattable. Et puis, ces gros modèles, en fait, comme ils sont capables de faire ça, ils ont une compréhension globale de leur domaine, ils deviennent généralistes, et donc on peut les utiliser pour plein de cas d'usage. Et donc, tout d'un coup,
Ça transforme le monde, n'importe qui peut se l'approprier, et vous, moi, n'importe qui, maintenant sur scène, on peut faire de l'IA. Donc, allons-y. Je vais vous faire une petite démo qui dévoile à peu près ce qu'on peut faire de mieux en 2024. Puis après, on va entrer dans 2025 et l'avenir. Donc, pour cette petite démo, est-ce que ces micros-là fonctionnent? Test, test, magnifique. Je vous propose un truc un peu créatif. On fera des autres petites démos plus en lien avec le tourisme, mais là, c'est pour avoir un truc un peu visuel. Comme ça a été dit, j'ai écrit un livre sur l'IA et la création, donc évidemment, ça m'amuse de faire des démos de ce style-là. Alors, on va créer un bijou avec l'IA. Évidemment, si vous avez quelques notions en prompting, si vous avez un peu utilisé l'IA, vous savez qu'il ne faut surtout pas demander à l'IA propose-moi un concept de bijou original. L'IA produit du texte probable. Elle a appris à faire ça, elle a appris à prédire le prochain mot, et donc elle prédit des mots probables. Évidemment, la créativité, c'est l'ennemi du probable. Le créatif, il cherche ce qui est original, ce qui est donc improbable. Donc, il faut faire un prompt qui soit suffisamment improbable pour que la réponse la plus probable soit elle-même improbable. Donc ici, on va lui dire « tu es un grand joaillier très créatif, reconnu pour ses bijoux originaux et fascinants ». On a vu des exemples de ce type de technique de prompting tout à l'heure. Et puis, on va lui donner de la méthodologie de création. Quand on est créatif, on cherche souvent à faire des associations longue distance, à connecter des choses qui se rencontrent rarement, et c'est comme ça qu'éclosent des petites merveilles créatives. Donc, propose-moi 4 artistes très éloignés du monde de la joaillerie qui pourraient te servir d'inspiration, et pour chacun des artistes, propose-moi un concept de bijou qui utilise cette inspiration. Donc Kandinsky, une broche modulaire composée de disques émaillés, ok. Sol Levitt, une manchette. Yoku, un pendentif en forme de roue cosmique, très bien. Et Corita Kent, une série de bagues larges en aluminium. Tiens, je la connais pas, Sister Corita Kent. Je sais pas si vous connaissez. On va regarder ce que ça donne. Et si c'est ok, très bien. Je vais prendre Kandinsky parce que ça va être plus, je pense, plus visuel. Donc on va faire une broche modulaire. Alors, je vais vite, hein, c'est juste pour que vous voyez les résultats. Évidemment, je veux visualiser cette jolie broche. Alors, je pourrais bien sûr demander à ChatGPT de me faire une image. Vous savez que ChatGPT génère des images, mais, spoiler, elles sont un peu moches. Donc, moi, je veux utiliser Midjourney. Midjourney, c'est le meilleur système d'IA pour générer des belles images. Alors, pour Midjourney, il faut savoir prompter. Il faut savoir prompter et connaître les techniques de prompting pour Midjourney, savoir comment demander à Midjourney. Mais demander à Midjourney, c'est du langage. Donc, ChatGPT est capable de me fournir des prompts pour Midjourney. Donc, j'ai fait un prompt à créer des prompts. Donc, je lui dis, on garde le concept 1, le concept Kandinsky, et je lui dis, je veux que tu me donnes une description synthétique en anglais, utilisant uniquement des mots-clés visuels, blablabla. Je lui explique comment fonctionne un bon prompt pour Midjourney, je lui donne un peu de méthode. Et puis, je lui donne un exemple, ça aussi, c'est une bonne pratique de prompting. Quand on veut un format spécifique, on montre un exemple. Et voilà, j'ai un prompt ici qui correspond à mon bijou. Je ne savais même pas qu'une broche, ça se disait brooch en anglais, mais on en apprend tous les jours grâce à l'IA. Maintenant, Midjourney. Alors, Midjourney, bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas. Là, je suis sur les images publiques. C'est pas les images que j'ai créées, c'est les tops du jour. Donc, vous voyez, on peut faire des aigles américains si on est très patriote de l'autre côté de l'océan. On peut faire des choses un peu obscures et fantastiques. On peut faire des choses beaucoup plus photoréalistes. Bref, on peut faire de tout. Donc, je mets mon prompt ici, j'envoie et si tout va bien, il va me proposer 4 concepts. Donc, il est en train de les générer. Ensuite, imaginons, pendant qu'il les génère, que je veux faire un peu d'expérience client sympa. Alors, si je suis la vache qui rit, faire de l'expérience client sympa, c'est mettre un petit magnet dans les pots de vache qui rit et ça amuse les enfants et les colle au frigo. Évidemment, si je suis un grand bijoutier, je vais peut-être pas mettre un petit magnet. Donc, je pourrais proposer un opéra magnifique et celui qui achète ce bijou inspiré de l'art reçoit un opéra unique. Et bien, de la même façon, je vais demander à ChatGPT de me générer un prompt pour Udio. C'est le meilleur système d'IA pour générer de la musique aujourd'hui. Si vous avez jamais essayé ce week-end, allez-y, c'est complètement gratuit. Ça vous génère la musique, mais ça vous génère aussi les paroles, la voix, en rythme sur la musique. Qualité Spotify. C'est très impressionnant. Ça fait bizarre la première fois. Donc, il me fait un prompt. Bienvenue sur Udio. Donc là aussi, j'ai les créations du jour. Et de la même façon, ici, je prompte et il va me créer plusieurs opéras. Alors, en attendant, voyons nos bijoux. OK, voilà nos 4 broches. Ils sont sympas. On reconnaît bien le style de Kandinsky, on y est. La première, là, c'est peut-être la plus portable, je trouve. Elle est suffisamment minimaliste pour du Kandinsky. Donc, je la télécharge et je vais utiliser un dernier système d'IA qui fait de la reconnaissance sémantique d'images, c'est-à-dire qu'il reconnaît les différents éléments et il peut notamment enlever les fonds. Ça, c'est vachement pratique. Avant, ça prenait des heures. Maintenant, c'est quasiment instantané.
Et donc, je vais chercher mon image, elle est là. Hop, je vais la mettre ici. Je vais l'appeler bijou. On va aller chercher notre opéra. Alors, voyons, est-ce qu'il a fini? Oui. Hop. Parfait. Ça va avec le lieu. Donc là, il n'y a personne qui chante. Hein. Si vous êtes dans l'IA, vous savez que c'est purement généré. Hein. Cette voix n'existe pas. Donc, je télécharge la petite musique. Je vais la mettre ici. Je vais l'appeler musique. Et puis, on a envie maintenant que tout ça prenne forme. On ne veut pas juste des petites briques, on veut un résultat. Donc, je vais utiliser un dernier prompt, revenir sur ChatGPT. Et vous savez, ChatGPT était entraîné sur du texte, mais le code informatique, ça a beau être une langue un peu bizarre pour celui qui ne code pas, c'est du texte. Et donc, l'IA est devenue un assistant de coding, de plus en plus un codeur autonome, je vais vous montrer ça après, de très bon niveau. Donc, imaginons qu'on veut créer une jolie page web, je vais lui dire, je veux créer une page web simple, engageante, en français pour ce bijou. La page a un fond gris foncé, il y a une section à gauche avec une image du bijou et le petit module audio pour jouer notre opéra, et à droite, un joli titre pour le bijou et un petit texte qui raconte le bijou de façon poétique, comme savent le faire les bijoutiers. Et vous voyez qu'il est en train de me générer le code. Pendant qu'il me génère le code, je vais créer un nouveau fichier sur mon ordinateur, hop, que je vais appeler page. Alors, .html, c'est juste pour dire à mon ordinateur que c'est une page web, hein, c'est rien de très exotique. Je l'ouvre dans un bloc-notes, donc vous voyez que j'ai un fichier texte classique, tac. Et est-ce qu'il a fini le code? Oui, il a fini, donc j'ai un petit bouton copier le code, là aussi c'est pratique. Je colle le code, j'enregistre, je ferme parce que je ne veux pas avoir de code, c'est plus fait pour les humains. Et tadam! Synesthésie. Une broche comme un alphabet invisible, forme circulaire, couleur franche, ligne musicale inspirée par l'abstraction de Kandinsky. Chaque élément semble flotter dans une chorégraphie silencieuse, modulable selon l'humeur. C'est un bijou à lire autant qu'à porter, une poésie visuelle qui habille l'âme. Alors bon, c'est le texte poétique à la ChatGPT, hein, c'est mielleux, mais bon, c'est joli. Donc, avec cette petite démo, on voit que si on maîtrise bien ces systèmes, si on joue avec suffisamment, si on connaît ces différents outils et qu'on les interface, on peut, avec une vitesse complètement inouïe, créer des choses assez bluffantes. Alors, comme je vous l'ai dit, ça, c'est que des outils qui existaient déjà en 2024. Hein, c'est plus du tout l'état de l'art, d'une certaine façon. C'est le Moyen-Âge de l'IA, ce que je viens de vous montrer. Et donc, c'est maintenant, on va commencer à regarder un petit peu au-delà. En 2025, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé, par exemple, qu'on a augmenté drastiquement ce qu'on appelle les fenêtres de contexte. Fenêtre de contexte, c'est le nombre de mots qu'on peut passer en entrée à un système d'IA ou le nombre de mots que le système d'IA est capable de générer en sortie. Et ça, c'est complètement dingue. Parce qu'on commence à pouvoir mettre 1 million, 2 millions de mots, c'est plusieurs encyclopédies, c'est même plusieurs dizaines d'encyclopédies, dans un prompt. Ça veut dire qu'on peut créer des systèmes d'IA qui vont maintenir une mémoire à travers le temps parce qu'on va réinjecter constamment dans le prompt tout l'historique de ce qui s'est passé. Et on commence à voir ces fonctionnalités apparaître. Et puis c'est génial parce qu'on peut en sortie générer des contenus extrêmement complets avec une cohérence parfaite. Aujourd'hui, le système d'IA Claude, il a une version dans laquelle il est capable de sortir 100 000 mots. C'est 2 gros romans. Et donc on peut lui faire écrire d'un coup un roman même long, et on a une cohérence parfaite. On est en train de vivre un moment Kasparov de la littérature, c'est très spécial. Ça pose énormément de questions, je travaille sur ces questions et c'est absolument fascinant, mais ça dérange aussi beaucoup parce que j'ai fait l'expérience de générer des livres avec l'IA et ça génère des bons livres. Pas des livres avec un style incroyable pour l'instant, mais des bons livres qui sont sûrement meilleurs que la plupart des romans de gare. Deuxième chose, très importante en 2025, ces systèmes, on leur a offert une nouvelle capacité, une capacité à raisonner. Alors, ce n'est pas du tout comme l'humain qui réfléchit de façon symbolique, qui manipule dans sa tête des pensées. Enfin, voilà. Ce n'est pas vraiment la même chose. Là, c'est simplement qu'on va faire produire à l'IA des mots qui correspondent à des chaînes de raisonnement. Et puis, quand elle a produit suffisamment de ces mots de chaîne de raisonnement, on va les réinjecter dans le système avec notre question pour qu'elle produise une réponse beaucoup plus précise, basée sur un raisonnement plus notre question. Donc, vous avez peut-être vu O3,
au 1 aussi, ou DeepSeek qui sont sortis, qui sont ces systèmes qui, avant de répondre, réfléchissent. On voit thinking écrit ou ce genre de choses. Et ça augmente drastiquement leur capacité. Et on a découvert que plus on leur donnait de temps pour réfléchir, plus les résultats s'amélioraient. Et donc, plus on met de puissance de calcul, là encore, plus on a de pertinence en sortie. Et enfin, en 2025, l'élément peut-être le plus fondamental pour l'avenir, l'élément en tout cas qui fait le plus parler de lui, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les agents IA. Tous les systèmes que j'ai utilisés, c'est des assistants. C'est-à-dire que je leur pose une question, ils me fournissent une réponse. Mais ils ne travaillent pas tout seuls. L'idée d'un agent, c'est de lui donner de l'autonomie. Grâce à ces systèmes de raisonnement et au fait qu'on puisse interfacer notre IA avec plein d'outils, par exemple avec le site web de Airbnb pour aller faire des réservations, ou avec mon ordinateur pour créer un PowerPoint, bref, qu'on puisse lui donner accès à des outils, on commence à avoir des systèmes d'IA qui sont capables de travailler pendant longtemps en autonomie. Au lieu de leur poser une question et qu'ils nous fournissent une réponse, on leur donne une mission et ils nous ramènent un résultat. Après, des fois, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes de travail. Alors, les agents, je vais vous en montrer 2 à l'œuvre, comme ça, ça vous donnera une idée de ce que ça peut donner aujourd'hui. Ce n'est pas encore mature, mais pour certains cas d'usage, ça commence à l'être. Alors, je vais vous faire un petit exemple qui va être dans la continuité de ce que j'ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit que l'IA était un bon assistant de coding, mais ça devient aussi un agent de coding, c'est-à-dire un codeur autonome. Et on est assez proche du moment où n'importe qui, le grand public, pourra créer des programmes informatiques, par exemple des applications, d'assez bon niveau, sans aucune compétence en code. Il y aura sûrement encore des codeurs pour des choses de haut niveau, mais il y a, la nécessité de connaître le code va énormément reculer par rapport aux usages qu'on pourra réaliser. Voilà Lovable, un des meilleurs agents de code aujourd'hui. Grand public, il y en a un des meilleurs un peu plus professionnels. Et donc, ici, je vais simplement lui demander créer une app pour gérer des voyages permettant d'organiser son emploi du temps, de centraliser toutes ses réservations et de suivre son itinéraire. Et j'envoie. Je pourrais aussi lui mettre des images de l'application que je veux, si je l'ai dessinée sur un bout de table, des choses comme ça. Il prendra ça en compte. Et là, si je suis connecté à Internet, le goulot d'étranglement de l'IA, hein, ça reste les couches technologiques d'avant. Est-ce que... non, je vais recharger peut-être que... Bon, on va relancer. Voilà. Donc, là, on voit qu'il y a écrit « working » et je vais le laisser bosser parce que là, ce n'est pas aussi instantané que tout à l'heure. Il faut que je le laisse travailler. Et si tout va bien, si Internet fonctionne et que Lovable, c'est le principe du live, hein, il y a toujours un problème, si Lovable fonctionne actuellement, il va me créer l'application tout seul et elle sera fonctionnelle. On va le laisser tourner en tâche de fond en espérant qu'il se mette à fonctionner. Et en attendant, je vais lancer un deuxième agent qui là est intégré dans ChatGPT, qui s'appelle Recherche approfondie. Et qui là est un agent qui travaille à aller explorer le web, à confronter des sources, à creuser par rapport à la demande. Donc ici, on va lui demander l'impact de l'IA générative sur le tourisme entre 2024 et 2028. Et vous voyez que là, première chose qu'il fait, c'est qu'il me pose des questions pour affiner. Il est proactif par rapport à ma demande. Donc, il me demande, est-ce que je veux quelque chose de spécifique, une vue d'ensemble sur un pays? Alors, vue d'ensemble, mais avec des focus, marché du sud de la France. On va juste mettre ça, évidemment, plus je lui donne de détails, plus c'est sophistiqué et précis, mais voilà ce que ça va donner. Donc là, vous allez voir que, différemment de ce qui se passe d'habitude sur ChatGPT, on a une petite barre de progression qui apparaît. Vous ne la voyez peut-être pas bien là, avec la lumière, mais pour l'instant, elle est vide. Mais on a ici une petite barre de progression. Et donc, de la même façon, il va commencer à travailler tout seul. J'ai peur que ça soit Internet qui soit... Bon, là, il a commencé, ça y est, à coder. Donc là, il est en train d'écrire le dashboard de notre application. On le voit, qui code tranquillement. Il travaille, donc on va le laisser faire. Et puis ici, il est dans le démarrage de la recherche, donc peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps, mais je fournirai le résultat de toute façon aux organisateurs qui pourront vous le transmettre si vous voulez ce dossier. Ça vous fournit un dossier, peut-être qui va faire entre 10 et 20 pages, très précis, avec les sources, etc. C'est vraiment, ça commence à être abouti. Donc là, il est en train de nous faire un calendrier, évidemment, comme on lui a demandé d'avoir un système de réservation. Donc on va les laisser faire. Pendant que ces agents travail,
juste un petit point, les agents sont aujourd'hui assez peu matures pour les mettre dans vos business, et peut-être pas encore le moment. Déjà, il faut passer le cap des assistants, à part pour, par exemple, de l'écriture d'articles ou des choses comme ça, on commence à avoir des agents qui sont intéressants. Mais les agents, évidemment, leur caractéristique étant l'autonomie, ils mettent l'humain sur la touche. Et donc, il y a une vraie question qui se pose, quand est-ce qu'on utilise un agent ? Alors, évidemment, si c'est pour coder une application, on est ravi de ne pas forcément faire appel à un développeur et qu'on puisse, en autonomie, qu'on gagne en pouvoir d'agir et qu'on puisse créer son application. Quand c'est, on le disait tout à l'heure, pour écrire un article sur sa destination, peut-être que ce n'est pas le meilleur usage. Mais ça pose une vraie question sur le travail humain et sur notre rapport au travail. J'en reparlerai juste un peu après. Donc ça, c'est 2025, la mise en place des agents et ces capacités qui aboutissent sur les modèles fondations. Et ensuite, et là, on va rentrer un peu dans la science-fiction, qui aujourd'hui doit être considérée comme de la prospective fiction. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'équipe de Hinton qui a fait un système plus gros. Et puis, l'équipe de Google qui a fait un système encore plus gros. Et à chaque fois, ça a débloqué toute une révolution derrière de l'IA. Cette idée-là, cette idée que, désolé pour la blague vaseuse, mais en IA, la taille, ça compte, c'est ça un terme technique, c'est ce qu'on appelle les scaling laws, les lois d'échelle en français. Alors, vous connaissez peut-être la loi de Moore qui décrit comment la puissance de calcul évolue, donc elle environ double tous les 18 mois, et toute l'industrie regarde cette courbe, et en fonction de cette courbe, se dit, OK, en 2026, en 2027, en 2028, on en sera là. Les scaling laws, c'est l'équivalent pour l'IA. On a des lois empiriques qui sont fondées sur les données qu'on a du passé, comme la loi de Moore. On a des lois qu'on a su mathématiser, voilà, ça c'est pour le plaisir des yeux, qui nous décrivent comment la performance des systèmes d'IA évolue. En gros, si on prend la taille du système d'IA, donc le nombre de neurones qu'il y a à l'intérieur, le nombre de données qui servent à l'entraîner, et la puissance de calcul ou l'argent qu'on met, les deux se ramènent un peu l'un à l'autre, ou l'énergie, les trois même se ramènent un peu l'un à l'autre. Avec ces trois paramètres et cette équation, on a en sortie un bon descripteur de la performance qu'on peut attendre. Alors, toute l'industrie de l'IA est structurée autour de ces scaling laws. C'est-à-dire que si on veut lever des fonds pour créer un système d'IA, on utilise ces lois pour dire voilà de combien j'ai besoin d'argent par rapport aux données que j'ai et au système d'IA que j'ai. Donc, ça permet de rationaliser la création des systèmes. Mais, surtout, tout comme les lois de Moore, ça permet d'extrapoler. Qu'est-ce qui se passe quand on continue les courbes ? Alors, les courbes qui sont décrites par cette équation, elles se sont révélées justes, elles sont cohérentes sur les 16 dernières années, depuis qu'on regarde la donnée, et elles se sont vérifiées sur un passage à l'échelle de puissance de calcul effective de 1 million de milliards, multiplication par 1 million de milliards. Donc, il n'est absolument pas dit qu'elles continuent dans l'avenir, mais la charge de la preuve est à ceux qui pensent qu'elles vont s'arrêter. Donc, il est crédible de penser qu'elles vont continuer et toute l'industrie regarde ces lois d'échelle et se dit « Ok, donc en 2026-2027, on va en être là ». Voilà ce que nous disent ces lois. J'invente rien, je ne vais pas me la jouer gourou, ce n'est pas du tout mon truc. Encore une fois, je le répète, c'est des lois empiriques, ça ne veut pas dire qu'elles vont se réaliser. Mais si on fait confiance à ces lois, et il y a tout un champ de la recherche qui travaille sur ces lois, voilà ce qu'elles nous disent. En 2023, GPT-4 peut être considéré comme le niveau purement intellectuel, au niveau scolaire, d'un étudiant universitaire. En 2020, quand ChatGPT 3.5 sort, en 2022, il y a un étudiant, un professeur d'université aux États-Unis, qui est un professeur d'économie, qui fait passer à ChatGPT, la toute première version, son test de fin de l'équivalent de la licence d'économie. Et il prédit que ChatGPT va avoir la note D. La meilleure, c'est A. Donc D, c'est... non, il prédit que ça va avoir la note C, pardon. Et C, c'est une note moyenne. ChatGPT fait pire, il a la note D. Nul. 4 mois après, GPT-4 sort. GPT-4, c'est un passage à l'échelle fois 1000 sur la puissance de calcul, fois 100 sur les données et fois 1000 sur la taille par rapport à GPT 3.5. Donc, grossit le système. Et donc, il lui refait passer le même test. Et il se dit, la fleur au fusil, peut-être que cette fois, il aura C. Non seulement GPT-4 a la note A,
mais il se classe comme 2e meilleur étudiant de toute la promotion. Il se passait 3 mois entre les deux. Les lois d'échelle, à ce moment-là, nous disaient qu'en 2025, on aurait des systèmes qui auraient à peu près le niveau doctorant. Des systèmes qui seraient à peu près du niveau d'un FIDI dans la plupart des domaines scientifiques et des domaines humains. O1, le système qu'a créé OpenAI, la boîte derrière ChatGPT, qui est sorti donc officiellement en décembre, mais la version preview en septembre 2024, a atteint ce niveau-là. La réalité de 2025 dépasse donc les attentes avec O3 qui, dans beaucoup de domaines, a le niveau d'un docteur. Par exemple, en biologie moléculaire, O3 a à peu près le niveau d'un docteur. En code, il se classe dans les 4% des meilleurs codeurs du monde. Et dans beaucoup de domaines comme ça, on arrive à ce niveau de performance. Vous avez, il y a quelques heures, Google qui a dévoilé AlphaEvolve, un nouvel algorithme qui fait de la recherche fondamentale en informatique et qui a découvert, là, depuis 1 an, ils ont dit qu'ils avaient beaucoup utilisé ça depuis 1 an, il a découvert plein de nouveaux algorithmes, des algorithmes très fondamentaux d'optimisation, pour améliorer le fonctionnement des puces, etc. Donc on commence à avoir ces systèmes qui ont les capacités de docteurs. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on utilise dans le grand public, il faut savoir les utiliser, mais ils ont ces capacités latentes. On a déjà fait un peu plus vite que les prédictions. 2027, ces lois nous disent qu'il faut s'attendre à ce que les systèmes d'IA aient la capacité des meilleurs experts de tous les domaines que l'humanité couvre. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générale, c'est des systèmes qui sont capables de réaliser toutes les tâches cognitives qu'un humain peut réaliser. Très différemment de l'être humain. Ce n'est pas de l'intelligence humaine, mais les mêmes capacités. Je pense qu'on est très loin d'une prise de conscience globale dans notre société sur ce qui est en train d'arriver. Peut-être que ça va mettre 10 ans de plus, certains le disent. Ils réduisent un peu chaque mois. Mais il y a une vraie probabilité forte que d'ici 2027, et tous les agendas aujourd'hui politiques convergent vers cette date-là, les gros plans d'investissement, vous avez peut-être entendu parler de Stargate aux États-Unis, 500 milliards, récemment les Émirats Arabes Unis, 600 milliards, là, au début de semaine, la France, 109 milliards, avec toujours des investissements jusqu'à 2027, avec l'idée de créer les systèmes, la prochaine génération de systèmes pour 2027. La Commission européenne, qui est évidemment très prudente sur l'utilisation de ce genre de termes un peu impressionnants. Pour la première fois, dans le AI Continent Plan, qu'elle a sorti il y a 1 mois et demi, utilise le mot IA général dans une phrase où elle dit la prochaine génération de systèmes d'IA se rapprochera fortement de systèmes d'IA général et donc leur plan pour le continent prend en compte cette réalité désormais. On est à ce moment-là, on est à l'aube de ces systèmes-là. Il est même probable que dans les labos, notamment d'OpenAI, d'Anthropic, de SSI, ces systèmes existent quasiment. Ça veut encore une fois pas dire qu'ils font tout ce qu'un humain peut faire. Ils font toutes les tâches cognitives qu'un humain peut réaliser. Mais évidemment, quand on mixe ça avec les systèmes agentiques, la capacité des systèmes à travailler en autonomie et à manipuler le monde autour d'eux pour agir, on a une vraie question qui se pose sur la place de l'humain dans notre société. Et je pense qu'il ne faut pas du tout l'évacuer, pas du tout se dire non, mais c'est une révolution technologique comme les autres, on a déjà vu ça. Vous savez, en France, on adore être désabusé, donc on a déjà vu ça, c'est comme le cloud, c'est comme Internet, c'est comme l'électricité. Je crois que ce n'est pas du tout le cas. Je crois que cette révolution, elle est beaucoup plus fondamentale. C'est pas pour rien qu'elle est racontée par la science-fiction depuis le début de la science-fiction, qu'elle fait partie des mythes ancestraux de l'humanité. Vous savez, dans la mythologie grecque, il y a Héphaïstos qui a une forge et il a des êtres de pierre qui travaillent pour lui dans la forge. Et il y a une histoire, un des mythes où Héphaïstos part de la forge et quand il revient, il est tout étonné parce qu'il découvre que ces êtres de pierre font tourner la forge de façon plus efficace que quand il est là. Et puis, évidemment, vous avez Frankenstein, la cabale juive avec le mythe du golem, etc. Bref, cette technologie traverse l'humanité en termes de mythe. Elle n'est pas du tout comme les autres. Elle porte une symbolique presque spirituelle beaucoup plus forte. Et elle porte un impact sur la société telle qu'on la connaît beaucoup plus fort. Toutes les autres révolutions ont été des révolutions, des instruments que l'humain utilisait, et donc ça ouvrait des nouveaux champs de l'économie. L'intelligence artificielle a le potentiel, ça n'arrivera peut-être jamais, mais elle a le potentiel d'automatiser l'économie.
On a donc une question qui se pose non pas sur l'emploi, mais sur le travail. Pas à court terme, c'est pas l'année prochaine que ça va arriver. Même si on a des systèmes d'IA générale en 2027, il faudra sûrement attendre encore pas mal d'années avant que ça diffuse dans la société, que ça se stabilise, que ça soit robuste. Mais si ça arrive en 2027, le débat est à ouvrir dès aujourd'hui. Personnellement, je vous donne un peu mon avis, un peu plus philosophique là-dessus. Je crois que c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle si on arrive à le faire dans une temporalité compatible avec l'évolution de nos sociétés. On s'est habitué à penser que ce qui structure une société humaine, c'est le travail. Que le travail, c'est une des deux grandes institutions avec la famille de nos sociétés. On s'est habitué à penser que le travail productif, c'était la valeur de l'humain. On est éduqué pour être employable et on est employé pour produire de la valeur dans le système techno-capitaliste qui est le nôtre, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est comme ça qu'on est valorisé, c'est comme ça qu'on est reconnu. C'est comme ça qu'on est payé, évidemment. Et si on a un haut poste, souvent on est fier et on est valorisé dans la société. On a fait du travail notre milieu, comme le poisson a fait n'a pas fait, mais a l'eau comme milieu. Le travail est devenu notre évidence. On ne peut plus se penser sans le travail. Et vous connaissez peut-être une maladie actuelle, un certain type de burn-out, quand les gens finissent un poste et n'en ont pas encore trouvé un autre, ils vivent une crise identitaire. Ils savent plus se définir. Quand je fais des dédicaces, j'adore demander, évidemment, comment vous vous appelez à la personne qui est devant moi. Bon, Jean-Jacques, très bien, Jean-Jacques. Jean-Jacques, qui es-tu? Je demande qui es-tu. Alors ça les gêne, évidemment, c'est marrant. Et du coup, à ce moment-là, 99% du temps, ils me répondent par leur fonction. Je suis responsable marketing chez gna gna gna. On se définit par le travail. Donc évidemment, quand une technologie vient questionner le travail, on le sent tous autour de nous, l'intelligence artificielle fait peur. Elle fait peur, elle réveille quelque chose de presque guttural. Et en même temps, si on regarde, tout à l'heure je parlais des Grecs, les Grecs, ils avaient des esclaves. Alors je dis pas du tout qu'il faut en revenir là, et je dis pas non plus du tout qu'il faut considérer l'IA comme notre esclave. Je suis pas sûr que ça soit une bonne façon de penser en général. Mais si des systèmes technologiques sont capables de prendre en charge une grande partie de la production, on se retrouve dans un cas légèrement équivalent. Et chez les Grecs, comme ils n'avaient pas besoin du travail productif, pour ceux qui n'étaient pas esclaves, ils n'ont pas eu à faire du travail une valeur. Et pour eux, le travail productif était sale. Et ils se concentraient sur d'autres activités. Les activités politiques, qui étaient très importantes, les activités poétiques, qui chez eux étaient bien plus qu'écrire de la poésie, c'était tout ce qui concerne la sensibilité humaine. Écrire, on parlait tout à l'heure du regard, le regard authentique sur un paysage, ça c'est de l'ordre du poétique. Donc dans le tourisme, le poétique est plus que présent, tout ce qui a trait à l'émotion est du poétique. Et puis le philosophique, évidemment, qui chez les Grecs a pris une ampleur énorme, ce que j'appelle les 3 P de l'humain, politique, poétique et philosophique. Et ils s'ennuyaient pas, et ils faisaient société avec ça. Donc, sans qu'on revienne à ça, le système dans lequel on vit n'est pas un destin absolu de l'humanité. Et cette ouverture que peuvent nous apporter d'autres peuples, à d'autres endroits du monde, à d'autres époques, nous invite à se dire qu'est-ce que serait une société structurée, heureuse, où l'humain s'épanouit, avec un travail peut-être devenu marginal. Ce qui ne veut pas dire des activités devenues marginales, mais un travail productif devenu marginal. Je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est philosophique, c'est une ouverture pour réfléchir. Soit on s'arrête là, soit Mathieu me déteste, mais ça va dépendre de vous, et je vous parle de ce qui vient encore un cran après. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ce qui vient un cran après? Ok, on arrivera un peu en retard à la soirée. Comme ça, c'est pas ma faute. Évidemment, on peut se dire l'intelligence artificielle, apprenant sur des données humaines, va plafonner au niveau humain. C'est une idée tout à fait logique. Sauf que c'est une idée qui est basée sur des prémices fausses. On pense que l'IA n'apprend que sur les données humaines. Et pour un système comme ChatGPT, c'est vrai. Mais on sait très bien faire autrement. Les enfants apprennent de 2 façons. Ils apprennent en imitant leurs parents, l'apprentissage par imitation, ça accélère l'apprentissage, c'est très efficace, mais ils apprennent aussi par curiosité. Ils mettent leurs mains au feu 1 fois, 2 fois, ils ont compris que c'était chaud et que ça brûlait, ils le referont plus. Ils ont appris tout seuls, en explorant le monde. Un apprentissage par curiosité. Un système comme ChatGPT implante de l'apprentissage par imitation. On lui montre plein de données humaines et il reproduit ce que l'humain fait. Mais ça s'appelle de l'apprentissage par renforcement.
on sait très bien faire de l'apprentissage par curiosité dans les IA, leur donner un environnement et qu'elles explorent tout ce qu'il est possible de faire dans l'environnement pour en apprendre les modalités. Vous avez peut-être entendu parler en 2016 de AlphaGo, un système d'IA qui a battu Lee Sedol, le meilleur joueur de Go au monde, au Go. Un grand moment parce que le Go, on ne peut pas du tout, comme les échecs, calculer brutalement, ça ne marche pas. Et donc, on se disait qu'il fallait de la créativité, de l'intuition pour jouer. AlphaGo a non seulement gagné sur le tournoi 4 parties à 1, mais en plus, pendant la deuxième partie, il a joué le 37e coup, qui est un coup complètement étonnant, qui a complètement fait bugger les présentateurs. Lee Sedol a dû mettre 15 minutes pour y répondre, il s'est tordu le cerveau pour comprendre. C'était un coup qui n'avait jamais été joué dans toute l'histoire du Go et qui défiait toutes les logiques orthodoxes du Go. C'est pourtant ce coup qui a donné la victoire à AlphaGo pendant cette partie. Il a eu de l'influence 40 coups plus tard. C'est un coup qui est éminemment créatif. Il répond à toutes les caractéristiques qu'on peut donner de la créativité. Il fait partie des livres de Go. Il a inspiré plein de stratégies de Go. Et en plus, la startup qui a créé AlphaGo, enfin qui est une boîte interne à Google, a ensuite créé AlphaZero, un autre système qui a appris sans aucune donnée humaine, simplement en jouant contre lui-même des millions et des millions de parties. Et AlphaZero ne joue plus du tout comme les êtres humains, mais nous a permis de redécouvrir complètement le Go, parce qu'en fait, de génération en génération, on s'était enfermé dans un style de Go, là où il y avait d'autres montagnes plus hautes à arpenter. Et AlphaZero nous a fait découvrir des nouveaux rapports au Go. Il a joué de façon plus créative que les humains. Cette question de la créativité, elle est au cœur de la capacité des systèmes d'IA à aller au-delà de la pensée humaine. Et en effet, aujourd'hui, on commence à mettre ça en œuvre, à utiliser l'apprentissage par renforcement, par exemple sur les logiques de raisonnement, pour qu'un système d'IA apprenne à raisonner, pas en imitant les raisonnements humains, mais en trouvant ses propres façons de raisonner. Et du coup, il peut trouver des façons de raisonner plus efficaces que les nôtres. Cette approche-là, elle nous permet d'entrevoir le fait que l'IA générale soit en fait un palier purement symbolique pour l'humain, mais qu'il n'ait aucune réalité technologique. Et donc, qu'assez rapidement, entre 2028 et 2030, il faille s'attendre, et c'est ça la vraie question de notre société, à des systèmes qui dépassent les meilleurs experts humains dans à peu près tous les domaines. Ce qu'on appelle de l'ACI, de l'Artificial Super Intelligence, ou en français, des super intelligences artificielles. Ça a été prédit dans les années 2000. À l'époque, le philosophe qui en a beaucoup parlé, Nick Bostrom, se faisait moquer. Aujourd'hui, on est à l'aube de ces systèmes-là, et à peu près tous ceux qui sont dans l'IA commencent à entrer dans un consensus que, voilà, autour de 2030, là, il faut s'attendre à ce que ça arrive. Encore une fois, je ne lis pas l'avenir n'est pas écrit. Il peut y avoir des freins énormes, énergétiques, financiers, il y a peu de chance, mais aussi en termes de puces, etc., plein de raisons qui peuvent freiner les choses. Mais technologiquement, ça a beaucoup de sens. Et si juste avant, j'ai parlé un peu de l'impact sur le travail et de la dimension un peu philosophique que ça aborde, qui, je pense, est finalement plutôt positive, et dans des métiers comme les vôtres fondés sur la relation, encore, et l'authenticité dont on parlait tout à l'heure, je pense que c'est plutôt une révolution à embrasser qui a un potentiel pour faire évoluer les métiers dans le bon sens. Autant, quand on parle de superintelligence, ça a un impact qui, lui, est géopolitique. On entre dans une autre ère de l'IA qui ne concerne plus juste les gadgets cool de la Silicon Valley, qui suppose que les gouvernements, les puissances de ce monde, sont en train de se poser la question et de rentrer dans une course, parce que, alors c'est Poutine qui a dit ça, grand philosophe, le premier qui atteindra l'intelligence artificielle générale, il le dit comme ça, sera le maître du monde. Bon, venant de Poutine, c'est pas forcément très agréable à entendre. Mais je crois que beaucoup d'autres dirigeants pensent comme ça aujourd'hui. Voilà Leopold Aschenbrenner, un jeune loup de la Silicon Valley qui a travaillé chez OpenAI, dans la boîte qui a fait ChatGPT. Et puis il en est sorti, il a écrit un rapport, Situational Awareness, qui a fait beaucoup de bruit dans la communauté de l'IA. La première moitié du rapport, il prend les scaling laws, les lois d'échelle, et il montre ce que ça va donner jusqu'en 2030-2032. Et il montre de façon très précise tous les mécanismes qui nous permettent d'arriver à des systèmes super intelligents. La deuxième partie de son rapport, il en tire une analyse géopolitique. Il nous raconte que Washington va commencer à prendre conscience de ce qui se passe, et c'est le cas, Stargate en est un
un bon exemple, et va lancer un effort colossal pour être le premier pays, les États-Unis, à atteindre ces systèmes-là dans une course à l'armement contre la Chine, et qu'on est en train de vivre le début d'un projet Manhattan pour l'IA. Et si on regarde le projet Stargate, 500 milliards, c'est rapporté en dollars de l'époque le même type de somme que ce qu'a coûté le projet Manhattan. On commence à voir donc Sam Altman, le CEO de cette entreprise, travailler avec la Maison-Blanche et le 19 septembre 2024, il est allé les voir pour leur dire, voilà, on a besoin d'avoir l'équivalent de 20 gigawatts de puissance énergétique d'ici 2027 pour alimenter ces systèmes-là si on veut rester les leaders. 20 gigawatts, à votre avis, ça fait quoi? À votre avis, 1 gigawatt, ça représente quoi? Alors peut-être, mais plus prosaïquement, 1 gigawatt, c'est un très gros réacteur nucléaire. 20 gigawatts, c'est beaucoup d'énergie. C'est 2 fois l'énergie, la puissance énergétique du Colorado. Et ils sont en train de construire ça. Ils sont en train de construire cette puissance énergétique pour alimenter les clusters qui permettraient d'arriver à ces systèmes. Parce qu'évidemment, derrière l'IA générale et derrière la superintelligence, il y a de l'énergie drastique, des clusters qu'il faut construire sur des terrains, de l'eau pour refroidir, des matériaux rares, des puces, avec toute une géopolitique qui est en train de s'instaurer autour de ça. Et beaucoup de la politique de Trump est décryptable quand on a en tête ce qui se passe au niveau de l'IA. Est-ce que Léopold Aschenbrenner a raison? Je n'en sais rien. Je pense que c'est un narratif qui est problématique. Je pense que raconter cette histoire belliqueuse où l'IA devient le sujet d'une course et d'une compétition internationale qui nous mènerait à ces systèmes est un problème. Je défends une thèse très différente, je défends une thèse alternative, pas du tout pour de la bien-pensance, parce qu'il y a de la crédibilité aussi à son scénario, mais parce qu'il y a aussi des éléments qui ne sont pas crédibles dans son scénario, et qu'il y a d'autres narratifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous donner un teaser, et puis ça vous fera le teaser si vous voulez, mon bouquin sera disponible à la sortie de l'Amphi, donc vous pourrez, il est sorti il y a 3 mois, il parle de tout ça, vous pourrez l'avoir si vous le souhaitez. L'alternative, en fait, c'est simplement de dire que ces systèmes, ils ressemblent pas du tout à ce qu'on a vécu avec le nucléaire, comme essaye de nous faire croire Aschenbrenner avec le narratif du projet Manhattan. Ils ressemblent à l'arrivée des armements biologiques. Les armes biologiques, elles ont 2 problèmes qui fait qu'on n'a jamais eu de guerre biologique ouverte. Elles sont extrêmement accessibles, ce qui fait que quand un grand pays développe des armes biologiques, il crée les conditions pour que des petits pays s'arment et il est en train de perdre de la puissance relative. Donc, c'est pas bien stratégiquement de développer des armes biologiques. Deuxième chose, c'est très incontrôlable. Si on balance un virus sur quelqu'un, le virus peut muter, nous revenir dessus. C'est pas circonscrit dans l'espace et dans le temps. Ces 2 arguments ont fait que, en 1972, l'humanité s'est réunie. Les Russes et les Américains se sont mis d'accord pour mettre en place le plus grand traité de désarmement de notre histoire, le traité de désarmement des armes biologiques. Je crois que l'intelligence artificielle porte exactement les mêmes caractéristiques, et je ne le défendrai pas ici, c'est ça le teaser. Si vous voulez l'explication, vous aurez le livre. Mais elle porte les 2 exactes mêmes caractéristiques, et il y a un consensus très fort qui est en train de se mettre en place dans la communauté internationale autour de ces problématiques. Et il y a aussi une probabilité, pour quand même vous laisser sur une touche positive, parce que tout ça peut faire un peu peur, il y a une probabilité très forte qu'on ait plutôt un scénario de coopération internationale autour, si on fait le parallèle, plutôt un projet de CERN pour l'IA, qui permette de faire advenir ces objets complètement incroyables dans un cadre de coopération qui nous donnera un peu plus de chances de faire advenir ces objets de la bonne façon. Je me doute que c'était pas du tout ce genre de choses que vous attendiez à voir sur un événement comme celui-là, mais c'est ce sur quoi on s'était mis d'accord, pour une simple et bonne raison, c'est que ces réalités-là, aujourd'hui, elles sont en train de façonner notre monde. Et derrière tous les travailleurs, derrière tous les entrepreneurs, derrière tous les community managers, il y a des humains. Et donc, je pense qu'il est très important d'avoir la dimension curiosité pour tous les outils, pour tous ces gadgets cool qui peuvent transformer nos métiers, les améliorer, en gardant en tête, encore une fois, cette logique d'authenticité auquel aussi je crois beaucoup. Mais il faut aussi avoir en tête cette dimension citoyenne de l'IA qui se joue au niveau géopolitique et qui va avoir un impact drastique sur le fonctionnement de notre monde dans les 3, 5, 10 prochaines années. Et on ne raconte pas encore assez cette histoire, en tout cas en France, en Europe. Merci beaucoup de m'avoir écouté aussi tard. J'espère que ça vous aura donné quelques ouvertures. Flavien, est-ce que tu restes à la soirée?
Je reste à la soirée et si vous avez des questions, des envies d'échanger, des remarques où vous dites c'est absolument faux tout ce que tu as dit, ça n'arrivera jamais, venez, on prend une bière, on en parle avec grand plaisir. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui auront envie de boire une bière. Merci pour ce moment étonnant. Quelques petits points d'information avant de vous lâcher. Le premier, c'est pour aller à la soirée. Il y a des bus de 19h45 à 21h que vous pouvez prendre à partir de l'arrêt Mayol. Pour l'arrêt Mayol, vous sortez du Palais des Congrès, vous laissez le Ibis Style sur votre droite, vous descendez sur la place et un peu au bout à gauche, il y a l'arrêt Mayol. Je pense que votre assistant devrait vous le faire. Pour le retour, les mêmes navettes de 23h30 à 1h du matin. Ensuite, demain matin, pour les courageuses et les courageux, à 7h30, avec rendez-vous devant le Palais des Congrès, un truc qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais qui s'appelle de la bonne musculature humaine, un footing avec Loïc Chauvelon du comité régional du tourisme. Et pour vous tous, un conseil ce soir, ne faites pas la fête trop tard, parce que dans cet amphi, demain matin à 9h, je vous inviterai à venir à la rencontre de Héline Leménestrel, qui porte un message qui est assez différent de celui que Flavien nous a donné, mais qui fait sans doute autant sens. Donc, à demain matin. Bonne soirée.